y a une nouvelle version du guide Michelin qui est sortie. Ah non, ça parle de quoi? Basecamp va perdre sa 3e étoile. Ah mais oui, j'ai vu sur Twitter la déferlante sur leur chef et leur sous-chef. C'est à cause d'un problème de politique interne, c'est ça? Oui, il paraît qu'ils ont essayé d'interdire complètement les discussions politiques liées au Covid. Tu sais, ces discussions où finalement, les commis, tu peux pas leur dire arrêtez de parler. Ça marche pas comme ça, on est d'accord. Ouais. Surtout qu'en plus, Basecamp, c'est quand même la recette puissante Shape Up. C'est honteux, c'est honteux. Ouais, ça me rappelle aussi, tu te souviens Spotify, quand ils ont perdu leur étoile, c'était à une époque, tout le monde voulait faire comme eux suite à la publication de leur fameux modèle en brigade et en tribu. Et on a appris quoi 8 ans plus tard que finalement ils l'ont jamais mis en place. Et en plus de ça, ils le déconseillent fortement. Non mais t'imagines, ça me rappelle aussi Scrum, quand c'est apparu, oh là là, ça va révolutionner votre métier. Oui et non quoi, on n'est pas que des exécutants nous, on est d'accord, on est des artisans, on n'est pas comme ces Burger King, ces McDo, attends. Et puis je crois qu'il y a même 15 ans, c'était Uncle Bob qui nous disait déjà plein de bonnes recettes sur la qualité et le craftsmanship. Ouais. Mais regarde, on parle de nous à page 5. Mon Dieu, il y a nos photos. T'as vu, ils sont tous arrivés. Vite, range le truc. T'es bien. Ouais. Allez, c'est parti. Eh ben, bonjour et bienvenue à toutes et à tous. Bonjour. Et merci d'être venus aussi nombreux pour notre cours de cuisine sur la recette du succès. Ensemble, aujourd'hui, on va voir comment concevoir votre menu, comment organiser vos brigades et comment gérer la salle de votre restaurant afin de créer l'équipe presque parfaite. Parfaite. C'est beau. Alors, pour ceci, on vous concocte un beau menu de formation. Alors, on est d'accord, ça sera essentiellement des bonnes pratiques qui vous seront partagées. Je décolle mon micro. On a deux garanties à vous proposer aujourd'hui. C'est que de un, ces méthodologies, on les fait et ça fonctionne. Ça, c'est bien. Et la deuxième, c'est qu'à chaque fois qu'on vous énoncera une bonne pratique, on vous dira pourquoi on le fait. Ça, c'est l'hymne de la maison. Quand on vous montrera quelque chose, à chaque fois, à chaque diapo, on vous fera la question « Pourquoi chef ?» D'accord ? On fait un test, attention, 1, 2, 3. Pourquoi chef? Oh, mais vous êtes parfait, c'est magnifique. Alors, tout ça en 3 volets. Premier volet, conception, bien sûr, pour savoir où on va, qu'est-ce qu'on va cuisiner. Deuxième partie, le développement de la fonctionnalité. Et dernier point, le déploiement, savoir comment on va mettre en production tout ça. Et puis donc Marie nous a déjà présenté, mais Estelle, est-ce que tu veux nous parler un peu plus de toi? Product owner et fière de l'être. Voilà, non, c'est bien, elle avait fait une très belle présentation. C'est pas mal. Et on est tous les deux chez Pix. Moi, je suis développeur. Et donc, on va peut-être vous parler un petit peu de Pix d'abord, histoire de vous mettre dans le contexte pour que vous sachiez de quoi on parle. Donc, Pix, qu'est-ce que c'est? C'est un service public en ligne qui est gratuit et ouvert à tous. Il permet de lutter contre la fracture du numérique via 3 volets, notamment le fait d'évaluer vos compétences numériques avec un algorithme adaptatif qui du coup vous pose des questions à votre niveau. Et ensuite, vous allez avoir des petits tutos pour vous aider à vous améliorer et finalement une certification qui vient garantir votre niveau vis-à-vis de ses compétences numériques. Et j'aime bien prendre l'exemple d'une personne qui, pendant longtemps, par exemple, a été à la maison et a développé des compétences au travers de ses expériences, notamment avec les ordinateurs. Et derrière, la certification va permettre de le valoriser en entretien d'embauche. Et donc, comment chez Pix on est organisé? Donc on a 5 équipes à l'heure actuelle, qu'on appelle des équipes X. Oui, on aime bien rajouter Pix à peu près partout. Et donc ces équipes, elles sont composées de la façon suivante. Il y a un ou une lead dev, un ou une PO, et ensuite des devs. On essaye de garder les équipes assez limitées, au maximum autour de 8. Les équipes, elles ont un domaine fonctionnel attitré. Notamment, par exemple, si je prends l'équipe accès qui est tout en haut, ils vont être en charge des entrées et des sorties sur la plateforme, donc tout ce qui est inscription, connexion, etc. Et donc pourquoi je dis ça? C'est tout simplement, on n'a pas de domaine technique dans les faits qui sont attribués à une équipe, une application qui est pour la team accès. Non, ce n'est pas le cas. On a une grande base de code qui est partagée et c'est important pour la suite. Avant de rentrer dans le vif du sujet, Disclaimer. Petit disclaimer. Ça m'est arrivé de passer par des organisations qui ont voulu passer à l'agilité et qui ont recruté des coachs, plein de Scrum Masters, etc. Et alors, c'est bien de se donner les moyens. Par contre,
je pense sincèrement qu'il faut être ouvert et que dans une méthodologie qui nous est présentée, il faut prendre uniquement ce qu'on trouve qui est adapté, que ce soit à notre produit, à notre organisation, aux gens en fait avec qui on travaille, et c'est ça qui est avant tout le plus important. Donc ce qu'on voudrait, c'est que vous soyez ouvert par rapport à ce qu'on va vous présenter, que vous ne le prenez pas au pied de la lettre et que quand vous allez repartir, vous prenez que ce qui vous semble le plus pertinent pour vous. Et donc, tout d'abord, par rapport à tout ce qu'on va vous présenter, on aimerait bien vous parler des valeurs qu'on suit chez Pix, parce que ça va être fortement corrélé à la suite. Donc avant tout, une valeur qui est importante pour nous, c'est la qualité. On va privilégier plutôt la qualité par rapport à la quantité. Peut-être faire moins de fonctionnalités, mais de s'assurer que ces fonctionnalités, elles sont en accord avec nos standards de qualité. Pour ça, on fait souvent des benchmarks pour savoir, voilà, est-ce que ça répond bien à ce qui est attendu. Ensuite, on est agile dans le sens où on accepte le fait que on n'est pas toujours sûr et qu'on se donne le droit d'échouer et de recommencer, d'itérer pour essayer d'améliorer au fur et à mesure en validant toutes nos hypothèses. Par la suite, on est user-centric, mais on est un service public, du coup, c'est un petit peu normal, on s'adresse aux citoyens et aux citoyennes françaises. Et donc, dans le user-centric, on va privilégier en fait le contact direct, aller voir les gens, essayer de comprendre quel est leur quotidien et à quel niveau ils nous attendent et ils ont besoin de nous. Donc on va faire des enquêtes plutôt que de faire des avis subjectifs. Et on va essayer d'apporter le plus de valeur au plus grand nombre. Et finalement, il y a l'esprit d'équipe. Donc vu qu'on parlait juste avant de la base de code partagé, la communication, elle est centrale chez nous. C'est très important de toujours être très transparent par rapport à tout ce sur quoi on est en train de travailler ou ce qu'on prévoit de faire, afin de créer un climat de confiance avec les autres équipes et du coup d'être efficace. Je voudrais rajouter aussi, ce sont des valeurs qui sont partagées par tout le monde chez Pix, pas que l'équipe de développement, c'est très important. Et comme je vous le disais tout à l'heure avec le pourquoi chef, à chaque fois qu'on vous montrera une bonne pratique, on remettra les valeurs ou la valeur correspondante qui correspond à cette bonne pratique en haut de chaque slide, si ça vous permet de savoir pourquoi on le fait. On attaque ? Alors Estelle, qu'est-ce que tu nous as préparé pour cette phase de conception ? Alors, première partie, on va essayer de réaliser une belle maquette. Pour ceci, on va avoir de très beaux outils comme le Discovery, les ateliers produits ou encore le point roadmap. Ça va nécessiter bien sûr l'aide du PO, des ou du lead dev de l'équipe ou des équipes concernées et les UI, UX designers. Première partie, avant tout, faire une roadmap. Alors c'est bizarre de dire ça parce que je sais que le terme roadmap c'est un peu, je pense que certains d'entre vous ça fait hérisser les poils. Juste pour que tout le monde soit d'accord, une roadmap c'est une liste de choses à faire avec des jalons, des priorités afin de savoir dans le temps ce qu'on doit faire. Alors, comment on fait chez Pix? À quoi ça nous sert? Nous, on fait une roadmap par équipe X, d'accord? Et dedans, on met des EPIX, parce que bien sûr, il faut que ça finisse par X. Et toutes ces EPIX, on les positionne, on n'en met pas plus de 2 en parallèle. Ça, c'est très important pour nous, je vous dirai pourquoi après. Et très important, ce ne sont pas que des EPIX produits, ce sont aussi des EPIX qui peuvent être complètement techniques ou simplement axés pour du business. On mélange tout dedans. Et ce qui est intéressant, c'est que avant de constituer cette roadmap, les équipes de dev sont consultées. En fait, on est libre de proposer nous nos idées pour aider les citoyens et les citoyennes françaises parce que on a entendu quelque chose ou on a eu une idée. Et c'est écouté et on se retrouve régulièrement dans la roadmap avec des choses qui viennent des équipes de dev et je trouve ça intéressant. Et du coup, c'était moins bien que pourquoi chef? Alors tout simplement parce que le plus important c'est d'être aligné sur la même vision, que tout le monde chez Pix, que ça soit de la hotline, des pôles métiers, des déploiements, tout le monde soit aligné sur cette même vision. Ça permet aussi de prioriser à grande échelle, savoir quels sont les EPIX à venir sur les 4, 5, 6 prochains mois. Ça aussi c'est important. Et comme je vous le disais, le fait d'avoir 2 EPIX en parallèle, c'est intéressant parce que ça permet aux équipes de ne pas gérer énormément de sujets à la fois et se concentrer vraiment sur que deux éléments et ne pas avoir trop de context switching. Bon, maintenant qu'on a notre liste de priorités, passons à notre process produit.
Alors, on va utiliser le double diamant, qui est on va dire une méthodologie qui a été créée en 2004, qui permet de faire des produits innovants. Alors, chaque diamant, comme vous le voyez, comprend 2 étapes. À chaque fois, la première étape, c'est une étape d'ouverture, d'analyse, de créativité. Et l'étape que vous voyez juste après, de gris foncé, c'est l'étape de fermeture, où là, on va venir choisir un résultat, valider une hypothèse. Donc au total, 4 étapes, parce qu'il y a 2 diamants, si vous avez bien vu les diamants. Comment on fait chez Pix? Enfin, tout simplement, c'est que chaque partie du diamant correspond à des événements, des recherches. Par exemple, la première partie, d'en découvrir, on va partir d'une idée vague au tout départ. Tu peux passer la diapo si tu veux. On va partir d'une idée vague d'un problème. Et dans cette première partie de découverte, on va faire du shadowing, on va faire des rencontres utilisateurs, on va venir constituer des personas. Voilà, c'est en partie ça. Dans la partie de définir, là, à ce moment-là, on va venir faire du benchmark, valider quel est réellement le besoin de l'utilisateur, essayer de construire des expériences map. Bref, on va articuler nos recherches pour valider et terminer ce recueil de besoins afin de passer sur le 2e diamant, où là, on va développer les idées et en choisir qu'une, et enfin la délivrer, la libérer au sein de notre superbe production. Et pourquoi chef? Ah, oh, c'est beau, mais dis donc, si on le fait à toutes les diapos, ça va me mettre un boost. Alors pourquoi on fait ça? Tout simplement parce que ça va nous faire gagner du temps. Je ne sais pas si ça vous parle, mais le nombre de fois où on a lancé où moi personnellement, avant, j'avais lancé une fonctionnalité, on la déploie, personne ne l'utilise. Ça m'est arrivé et malheureusement c'est décourageant, ça fait perdre du temps à tout le monde. Donc ça nous évite ce genre de petits soucis. Après, tout n'est pas obligatoire dans ce que j'ai dit, hein, toutes ces rencontres ou autres. Des fois il s'avère qu'on le double diamant on le fasse très rapidement, ça dépend aussi des EPICs. Autre élément, ça permet en faisant tout ça, de recueillir le besoin utilisateur par rapport à notre idée vague, mais ça permet aussi de voir le contexte de l'utilisateur, de recueillir d'autres feedbacks et de venir peut-être un petit peu mieux comprendre ce qu'il fait de manière générale. On va passer maintenant à une partie très importante qui est... qui est à la rencontre des 2 diamants, c'est l'atelier produit. Alors je fais un focus sur ça spécifiquement parce que je trouve que c'est un moment très important avant de passer au moment du déploiement et en tout cas du développement. Cet atelier produit, il permet de partir des besoins exprimés et ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir montrer les fonctionnalités qu'on souhaiterait développer en fonction de ces besoins. Bon, là, on a pris un exemple chez Pix qu'on a craqué il y a quelques semaines. Le but de faire ça, c'est de montrer et de présenter les fonctionnalités qu'on aimerait développer à tous les acteurs de chez Pix en interne qui auraient des impacts ou qui seraient engagés vis-à-vis de cette nouvelle fonctionnalité. Donc chez Pix, comment ça se passe? Tous les jeudis, 1 fois sur 2, donc ça fait 2 jeudis par mois, si je calcule bien, on réunit tout le monde, tous nos acteurs, donc le domaine scolaire, collège, lycée, le domaine du supérieur avec les facultés et les pros de manière générale, et on va montrer ce qu'on imagine. Souvent, on peut présenter des maquettes de type zoning. Et puis voilà, c'est un petit peu ce qu'on fait. Et pourquoi, vous allez me dire? Pourquoi chef? Aussi pour gagner du temps. Vous avez vu, je vous ai eu là, je ne vous ai pas laissé le temps de le dire. Pourquoi? Parce qu'on va essayer de s'assurer de rien oublier et aussi d'aligner les gens, comme je vous ai dit, sur aussi ce qui va sortir en production. Ça va nous permettre d'avoir un moment où tout le monde, on va prendre le temps pour valider et être sûr qu'on met en prod ces éléments-là. Et comme je vous le disais, le fait de faire des maquettes, de faire des zonings, comme je vous ai montré, c'est super intéressant. Ça permet de valider là où on va aller, mais attention, sans pour autant être pinailleur sur l'UI. Vous savez, souvent ces réunions, c'est « Ah, mais le bleu, il est trop bleu. Ah, le jaune, il est trop jaune, on voit rien. » Le fait de faire des wireframes ou du zoning, ça nous aide à mettre de côté ces questions-là qui sont beaucoup plus liées à des UX designers ou des UI designers qui vont apporter leur savoir. Et là, on va vraiment valider le fonctionnement général. Ce que je trouve intéressant aussi, c'est que les développeurs, les équipes de développement participent à ces ateliers-là. Et notamment, l'intérêt, c'est que dans d'autres entreprises, j'ai pu me retrouver dans la situation où, en tant qu'équipe de dev, on a déjà les maquettes graphiques aux petits pixels près qui sont faites.
Et en fait, des fois, on avait peut-être des petites remarques sur la faisabilité ou même d'autres choses, de l'accessibilité par exemple, au niveau des devs. Et là, on rentrait dans des allers-retours qui pouvaient être un peu coûteux et en plus qui pouvaient créer un peu de l'animosité entre les designers et les développeurs. Et là, le fait d'intervenir assez tôt, ça permet de fluidifier le process et de renforcer la coopération entre tout le monde. Donc, tadam, de notre idée vague, nous sommes passés à la maquette finale. On va maintenant pouvoir parler de la mise en place de cette solution, donc du développement. Et donc, dans cette phase de développement, l'idée, c'est qu'on va vous parler de justement comment on va partir des ateliers là qu'on vient de faire pour arriver à des tickets qu'on va pouvoir nous prendre, et on va vous parler un peu aussi du quotidien, comment on fonctionne. Et donc, dans cette phase-là, il y a toutes les personnes de l'équipe, donc à savoir les PO qui sont vraiment au sein de l'équipe au quotidien, avec lead dev et dev. Et donc, on va parler de la phase de mûrissage. Donc, l'idée, c'est de prendre ces éléments de maquettage et de venir les transformer en petits tickets. Donc, avec une première phase de ce processus qui est le découpage. Donc là, ça va consister à prendre nos epics, dont a parlé Estelle dans la roadmap, et de venir les découper en user story. On va faire en sorte que ces user stories, elles soient atomiques. Donc, dans le sens atomique, ce qu'on entend, c'est qu'elles soient plus divisibles, qu'elles apportent à tout prix aussi de la valeur à l'utilisateur et qu'elles soient terminées. C'est-à-dire qu'on n'envoie pas en production un bouton où quand on clique dessus, ça fait une pop-up développement en cours. Voilà. Il y a aussi dans cette phase-là un principe assez intéressant qu'on aime bien suivre, nous, chez Pix, c'est le principe de Pareto. Alors, je ne sais pas si ça vous parle, mais je vais le réexpliquer rapidement. C'est le principe que pour faire 80% de la tâche qu'on veut essayer d'accomplir, on va avoir besoin de 20% du temps. Par contre, les 20% restants pour venir peaufiner un petit peu cette tâche-là vont nous demander 80% du temps. Donc en fait, nous, quand on va découper, l'idée, c'est qu'on va essayer d'identifier justement ces 80% qu'on peut faire en le moins de temps possible. Et ça va être notre MVP qu'on va essayer après de pousser jusqu'à la production. Mais du coup, pourquoi, chef ? Alors, pourquoi chef ? L'idée, c'est qu'on va vous parler un petit peu après de notre quotidien et notamment de la revue. Ça nous permet qu'elle soit plus rapide. Il y a aussi moins le risque d'oublier des choses. C'est-à-dire que souvent, moi-même, ça m'est arrivé, on me donne un très gros ticket, une épique, je commence à travailler dessus, j'y travaille assez longtemps, et je vais nécessairement oublier des petits bouts, quoi. Et du coup, on s'en rendra compte peut-être un peu plus tard. Et l'idée, ça va être aussi de réduire le lead time. Alors, le lead time, qu'est-ce que c'est ? C'est le moment où on prend un ticket dans la colonne to do, jusqu'au moment où il arrive en production. Et nous, chez Pix, on aime vraiment qu'il soit le plus court possible. Au-delà d'une semaine, on commence déjà à être embêté, et 2 semaines, c'est la catastrophe, on fait un post-mortem. Il y a aussi d'autres éléments qu'on peut rajouter sur le découpage en tant que PO produit. Ça permet d'avoir des feedbacks utilisateurs très tôt, du coup. Parce que vu qu'on va déployer au fur et à mesure et très rapidement, moi, je vais pouvoir valider ou invalider des hypothèses qu'on avait fait au niveau de la fonctionnalité. Pareil, ça va lever aussi des flous fonctionnels quand on lance le découpage. Moi, en tant que PO, je déteste quand ça arrive, quand les développeurs prennent un ticket et qu'il y a encore des flous et qu'ils me disent « Estelle, on n'a pas pensé à ça !» Et je m'en veux. Et le fait de faire du découpage, ça lève ce genre de flou. Et dernier point, ça me fait une recette beaucoup plus facile. Quand ça passe en prod, je mets pas beaucoup de temps. Et maintenant, on va parler de toilettage. Attends, le coiffeur pour chien ? Le toiletteur ? Non. Chez Pix, on aime bien, oui, je t'assure, on aime bien utiliser des mots français. Du coup, c'est la traduction de grooming, toilettage. Et oui. Alors du coup, qu'est-ce que c'est ? L'idée, c'est qu'on va passer en revue le backlog et qu'on va s'assurer que toutes nos petites user stories qu'on a découpées, elles soient à jour. Bon, je pense qu'il vous est tous arrivé de tomber sur des tickets en une phrase, que le titre, voire une petite phrase dans la description. Et en fait, je pense maintenant qu'en fonction de votre organisation, ça n'a pas tant d'importance que ça. Alors, donc nous, comment on fonctionne ? Donc pendant ce grooming, déjà, on va traiter que les tickets les plus prioritaires, donc ceux des 2 epics dont vous a parlé Estelle. On ne va pas aller forcément plus loin. Ensuite, on a cette petite checklist là que vous voyez derrière. C'est-à-dire qu'au fur et à mesure du temps,
Estelle parlait de flou fonctionnel, mais il y a aussi du flou technique, des petites choses auxquelles on n'a pas pensé. Notamment, il y a un exemple que j'aime bien prendre, c'est qu'on travaille avec les écoles et notamment les classes, et que quand certaines fonctionnalités, on les a pensées pour des classes, par exemple, de collège ou de lycée. Sauf que quand on a voulu utiliser la même fonctionnalité dans les universités, on est passé de 30 élèves à 3000. Et du coup, la base de données, elle n'a pas aimé. Voilà. Donc, du coup, on a un petit truc qui dit est-ce qu'il n'y a pas des problèmes de performance là dans ce ticket? Voilà. Donc, ça nous aide au final à nous poser les bonnes questions. Mais pourquoi, chef? Mais pourquoi? Alors, déjà, pourquoi on ne traite que les plus prioritaires? Justement parce qu'on veut que ce soit frais dans notre tête quand on va prendre les tickets. Si on a groomé le ticket 3 mois avant, c'est quasi sûr que tout le monde a oublié entre-temps. On veut que l'ensemble de l'équipe, alors c'est un point qui est important pour nous, l'ensemble de l'équipe participe en fait, afin d'être au courant, même si on ne va pas travailler dessus déjà de tous les sujets fonctionnels. Si toute l'équipe ne participe pas, on ne peut pas garantir que c'est la personne qui a participé qui fera le ticket, parce que peut-être qu'elle est en vacances, ou peut-être que non, au moment où on voudra le prendre, la personne est déjà sur un autre travail. Et l'idée aussi, c'est d'éviter les remises en question a posteriori. En fait, nous, on aime bien que quand un ticket ou une épique passe une étape, si possible, ne pas revenir en arrière. Donc là, si toute l'équipe a participé à ce moment de réflexion commune, on va avoir une solution qui sera collégiale. Et du coup, derrière, normalement, on va pouvoir plus facilement passer les étapes qui suivent. Un des inconvénients à ce que je viens de vous présenter, notamment le fait de ne pas avoir beaucoup de descriptions dans les tickets, c'est quand la composition de l'équipe change. Par exemple, quelqu'un qui vient d'arriver, il va falloir lui faire un briefing des sujets en cours. Donc, bien souvent, c'est Estelle qui s'en charge. Et notamment aussi quand les gens partent en vacances. On part en vacances 3 semaines, il se passe plein de choses. Du coup, on a besoin de refaire un briefing parce que juste en lisant le backlog, c'est peut-être pas suffisant. L'étape d'après, après le découpage et le toilettage, on passe au priorisage. Blague. Donc, qu'est-ce que c'est? L'idée, c'est d'ordonner les tickets par priorité. En fait, classiquement, c'est ce qu'on fait en sprint planning, sauf qu'on n'a pas vraiment de sprint planning. Vous allez voir qu'au final, on se rapproche un peu de Scrum, mais pas sur ce point-là, dans le sens où, vu que c'est un service public qui s'adresse à tout le monde, et vous allez voir, on met en production qui n'est pas calé en fait sur la durée de nos sprints. Donc on peut avoir des retours qui arrivent, etc. Ce qui fait qu'on n'a pas de sprint planning et on est plutôt en mode Kanban. Et donc, quel va être le but au final de cette priorisation? Ça va être les tickets des epics, de les intercaler. L'idée, c'est qu'il peut y avoir de la dépendance en fait entre les tickets, et en ayant 2 sujets en parallèle, ça nous permet de jongler et de jamais vraiment se retrouver bloqué. Et il y a aussi, justement, j'en parlais, on va pouvoir peut-être avoir des retours de production. Ou même nous, on va pouvoir voir, par exemple, des petits quick wins ou même des retours d'utilisateurs qui trouvent qu'une fonctionnalité est bien, mais qu'ils aimeraient juste une petite amélioration. On a aussi un rituel dans l'équipe technique qui s'appelle le point tech, qui a lieu un mercredi sur 2 l'après-midi, où là, on va pouvoir travailler les sujets de notre choix qui ne sont pas priorisés dans nos sprints. Et donc, des fois, il y a des sujets qui sont très intéressants et en fait, on ne va pas vouloir attendre le prochain point tech et on va les intégrer en fait, tout simplement dans nos sprints parce qu'on a envie de le finir pour diverses raisons. Et on a les vendredis pépites. Ah oui, vendredi pépites, c'est une petite concoction de notre équipe où en fait on s'est rendu compte qu'on avait un back-office pour les utilisateurs internes de Pix pour pouvoir créer des tests, rajouter du contenu à nos épreuves. Mais tout ce backlog, en fait, il n'était pas très bien fourni. Il n'y avait pas beaucoup de fonctionnalités d'amélioration qui arrivaient sur ces outils parce que bien sûr, on est d'accord, la priorité, elle est souvent sur la prod, sur nos users et jamais sur nos users en interne. Donc c'est là qu'on vient rajouter, aider, améliorer la vie du quotidien de nos utilisateurs. En l'occurrence, moi, ça m'arrivait de faire des modifs en base pour débloquer certaines situations. Ah ouh. Il s'avère que grâce au Vendredi Pépite, ce n'est plus le cas. Oui. Et donc... Je le dis souvent, on le dit souvent, on est d'accord? Vas-y, dis-le. Pourquoi, chef?
Alors, j'en ai déjà un peu parlé, on n'est pas calé du coup sur le rythme des sprints. Vous avez vu qu'on a plein de sources aussi d'entrée de tickets qui peuvent venir de pas mal d'endroits. Et donc du coup, nous, ça nous permet d'être flexibles et de pouvoir, au fur et à mesure, réorganiser notre priorité pour traiter les sujets qui sont les plus importants. Et puis aussi, ça nous permet de travailler sur des choses qui comptent pour nous. C'est-à-dire que si à un instant T, on se dit, non, ça c'est plus important pour nous de le terminer, on ne s'interdit pas de bouger nos priorités. Donc maintenant, on a priorisé nos tickets. Il y a la dernière étape qui est le séchage. Donc le séchage, c'est une partie qui, normalement, je dirais, dans Scrum, elle est plutôt faite dans le grooming. C'est nous, dans notre partie de découpage et toilettage, on s'intéresse plus à l'aspect fonctionnel. En voyant grosse maille, est-ce que techniquement, ça nous semble cohérent? Par contre, là, on va venir essayer de rentrer dans le détail. Alors, dans le détail, mais que si c'est nécessaire. C'est-à-dire qu'on bien souvent, on a 3 possibilités. Si c'est assez clair, on se met d'accord en démarrant le ticket. On commence le ticket, on se dit on va faire ça, ça nous semble bien, c'est parti. Si c'est un peu plus compliqué, notamment quand ça demande d'ajouter une brique technique, par exemple un gestionnaire de queue d'événements, là on va essayer de créer un point dédié, d'en discuter, est-ce que c'est la bonne solution, pas la bonne solution, etc. Et si on n'a pas assez de données, notamment tout à l'heure je vous parlais des universités avec les 3000 participants, quand on s'est dit ça marche pas, la base de données, elle n'aime pas. Qu'est-ce qu'on fait? On ne va pas rentrer dedans comme ça. On va d'abord essayer d'analyser, comprendre qu'est-ce qui se passe. Peut-être faire un ou deux POC de plusieurs solutions techniques qui s'offrent à nous. Et une fois qu'on est assez sûr de là où on veut en venir pour traiter ce sujet un peu difficile, c'est là qu'on va venir réaliser le ticket. On va voir s'ils dorment. Vous m'avez eu. Donc l'idée de toute cette dernière phase-là, c'est de s'assurer qu'on va fournir à nos utilisateurs une solution de qualité, mais presque plus important, c'est que vu qu'on est un service public et qu'on est vraiment amené à durer dans le temps, l'idée c'est de s'assurer de la maintenabilité du service pour qu'à chaque fois qu'on a des nouvelles demandes qui arrivent, ce soit le plus simple possible pour nous de les traiter. Et donc en s'assurant qu'on est tous d'accord là-dessus, ça évite les surprises à l'avenir. Maintenant, on va parler de la phase la plus intéressante, c'est la phase finalement qui de tous les jours, c'est notre quotidien. C'est-à-dire comment on va intégrer du coup tout ce qu'on a fait, tout ce mûrissage au sein de nos développements. Et on va commencer par le fameux DSM, le Daily Stand-Up Meeting, le moment où on fait l'état des lieux finalement de ce qu'on a fait, ce qu'il nous reste à faire. Et souvent, on aime bien parce que c'est à 9h30, du coup, il faut se réveiller pour être à l'heure au daily. Alors, chez Pix, on fait peut-être quelque chose que vous ne faites pas, c'est qu'on ne va pas demander à chaque personne de nous dire ce qu'il a fait la veille. On préfère axer notre daily sur les tickets qui sont dans notre backlog. Alors, tous ceux qui sont en intégration ou en recette ou en prod, on peut en parler très rapidement, parce que si j'ai des questions pour savoir comment recéter, mais ce qui nous intéresse dans le DSM du matin de chez Pix, c'est la colonne Doing et Review. Notre but, ça va être de savoir comment faire pour tirer le plus à droite, c'est-à-dire faire passer nos US, US2, US3, comme vous pouvez le voir à l'écran, le plus à droite, donc dans les colonnes, en production. Et ça, c'est le but du daily pour nous, c'est-à-dire qu'on va tout faire pour axer nos discussions autour de chaque ticket pour savoir comment on le tire plus à droite possible. Pourquoi, vous me direz? Oui, bien sûr, pourquoi? Tout simplement parce que on va... En faisant ça, en évitant de mettre le doigt sur les gens, on va parler produit, on va venir faire une synergie autour de l'amélioration, le fait d'apporter de la valeur à nos utilisateurs. Au lieu de venir pointer du doigt, c'est le terme, pointer du doigt quelqu'un qui n'aurait pas assez travaillé, ou qu'est-ce que tu as fait hier, ou pourquoi tu n'as pas avancé assez sur ton ticket. Vous savez, toutes ces phrases qui sont du jugement alors qu'on ne connaît pas du tout ce qui s'est passé sur le ticket. Et puis, ça me semble pas mal, voilà, j'ai fini. Et donc maintenant qu'on a choisi le ticket sur lequel on allait travailler, ce qu'il faut savoir chez Pix, c'est qu'on essaye de suivre, alors c'est la volonté du CTO, mais tout le monde est plutôt d'accord avec ça, d'essayer de se rapprocher un peu de tout ce qui est extreme programming. Donc on fait la plupart du temps les tickets à plusieurs, sauf les simples, ça on peut les faire tout seul. Donc cette pratique consiste à coder à 2, c'est du pair, et plus, c'est de mob programming. On ne suit pas forcément les règles. Alors il y a pas mal de règles du type navigateur, etc. Nous, on est un peu plus informel. On va peut-être essayer, la seule règle, c'est de faire tourner le clavier assez régulièrement, notamment entre les commits, qu'on essaye de faire comme nos user stories atomiques, donc les plus petits possibles, etc.
Et du coup, Pourquoi, chef? Pourquoi, chef? Pourquoi, chef? alors classiquement, quand je pose la question aux gens pour vous, à quoi ça sert le pair programming, notamment en entretien d'embauche, etc., souvent ce qu'on a, c'est ça va servir au passage de connaissances, notamment l'accompagnement des juniors ou l'accompagnement des nouveaux. Euh, Moi, je pense qu'il n'y a pas que ça. Alors, pour ceux qui ont vu la conf de Cécile, elle parlait du bus factor. Alors, pour ceux qui ne savent pas, c'est le principe, c'est si un membre de votre équipe, malheureusement, se fait renverser par un bus, c'est un peu glauque, Dommage. on peut remplacer par quelqu'un qui quitte l'entreprise ou part en vacances, ça marche aussi. Donc l'idée, c'est de pouvoir partager la connaissance en fait. En faisant tout à plusieurs, ça veut dire que la personne part en vacances, on ne va pas avoir besoin de la déranger. Par exemple, je ne sais pas, Stéphanie, dans certaines entreprises, il y a une personne qui est attitrée à un domaine. Donc cette Stéphanie, elle fait le formulaire d'inscription et bah, elle part en vacances et il y a un bug. Et puis quand on pose la question, c'est Stéphanie. Et du coup, soit on attend qu'elle revienne, soit pire, on va l'embêter pendant ses vacances. Dommage. Bah oui. Ou pire, ce que j'ai pu voir, c'est des gens sont attitrés à une fonctionnalité et ils quittent l'entreprise et après on demande à quelqu'un de travailler dessus et la personne dit ah non, le code il est complètement dégueu, je peux pas du tout le faire évoluer. Et du coup on repart de zéro. Petite chose que je voudrais rajouter, c'est pas anodin pour les product owners ou en tout cas les gens qui ne font pas forcément du dev, comme les UI ou autres, c'est que quand l'équipe a un problème, moi je sais directement, ils me pingent en disant tu viens et hop, je sais exactement où ils sont, alors Slack ou Meet, et on peut avoir des aléas beaucoup plus simplement que par Slack et des va-et-vient qui n'en finissent plus. Et aussi ça me permet, pendant le Covid, ça m'a permis aussi de garder un contact avec eux et de pouvoir passer du temps avec eux. Je me mettais juste dans le Meet et je pouvais profiter un peu des discussions et des fois je pouvais aider sur du nommage ou ce genre de choses. Puis ça aide à garder le moral, voilà. Et d'avoir une équipe soudée, notamment nous on a pas mal de gens qui peuvent être à distance, du coup ça peut aider à garder le contact au sein de l'équipe. Et donc, ça y est, notre fonctionnalité elle est développée. Okay. Maintenant on va passer à la revue de code. Donc la revue de code, mais pas que. Ça consiste à valider un développement avant de le merger sur la branche principale. Donc nous, c'est la branche dev. Ce que j'ai pu pas mal voir, c'est que souvent, en tant que développeur, on a tendance à se concentrer sur le code et au détriment en fait, de la partie fonctionnelle. On a pu l'expérimenter il y a quelques temps. Du coup, de se retrouver avec des petits bugs fonctionnels qui arrivent en recette et ça vient créer un aller-retour parce que du coup, il va falloir gérer des correctifs de recettes. Du coup, on va se retrouver avec une synchro entre notre recette et notre dev qui est un peu plus compliquée. Les recettes sont plus longues et plus fastidieuses, aussi par un petit manque de confiance, parce que y a des bugs qui arrivent à passer la revue. Donc du coup, c'est pour ça que nous, on a essayé de responsabiliser les devs et de leur demander voilà, c'est une étape importante. On ne peut pas merger s'il n'y a pas un dev qui a vérifié, testé en cliquant que ça marche bien. Donc comment on va réaliser après la revue de code en elle-même? On va essayer de se focaliser sur tout ce qui est maintenabilité, testabilité et performance. Et tout ce qui est histoire de syntaxe, de goût de couleur, on va le laisser au robot. Parce que moi j'appelle ça un peu le principe du linter chiant. C'est que si c'est Michel qui nous dit hey, « t'as oublié ton point virgule, hey, t'as oublié une ligne ici, machin », Michel il est chiant quoi. Et puis du coup ça crée une mauvaise ambiance dans l'équipe. Sacré Michel. C'est ça. Et alors que si c'est un linter qui s'en charge, en fait on a le droit d'être en colère contre un robot, c'est pas grave, il n'a pas de sentiments. Voilà. Donc peut-être un jour. Voilà. Peut-être un jour. Et du coup, quand on va faire des commentaires aussi, quelque chose qu'on demande beaucoup, c'est de sourcer en fait ces commentaires. Donc toujours avoir un petit lien qui explique pourquoi il faudrait faire comme ça et pas autrement, pour que les discussions en fait soient factuelles et pas sur des opinions, puisque le problème des opinions, c'est qu'on peut vite tourner en rond parce que chacun reste campé sur sa position. Et du coup, pourquoi, chef? Donc encore une fois, là l'idée c'est de fournir un développement de qualité, fluidifier la mise en production. On le disait tout à l'heure, nous on n'aime pas revenir en arrière. Donc en s'assurant à chaque fois au maximum possible qu'on a bien terminé le travail qui est bien fait, ça permet de faciliter les étapes suivantes. Le fait de bien sourcer ce qu'on fait,
ça va nous aider en fait à ce que la revue ne soit pas qu'une validation du code, mais aussi un vecteur d'apprentissage, notamment pour les gens qui vont venir lire les pull requests ou les commentaires, ils vont toujours repartir avec un petit quelque chose qu'ils ne savaient pas avant. Et ça nous sert aussi de documentation vivante, notamment, je reprends encore l'exemple des universités, c'est un problème de performance qu'on a eu pour la première fois, et maintenant quand on a des problèmes de performance similaires, on retourne sur la pull request et on relit le déroulé un petit peu de ce qu'on avait fait et on essaye d'appliquer la même chose par la suite. Ce qui est intéressant aussi, c'est que moi, avant, je devais valider fonctionnellement les tickets sur chaque PR avant qu'il ne bascule et que la revue soit faite. À l'heure actuelle, là, c'est vraiment que l'équipe dev qui réalise ces actions-là. Ça me permet, moi, d'avoir beaucoup plus de temps pour focaliser sur autre chose, mais aussi ça permet d'avoir une qualité de dev et zéro non-régression dans le code. C'est incroyable. Presque zéro, presque parfait. Mais en tout cas, c'est vachement serein en tant que PO et dans l'équipe de s'assurer que voilà, tout ça est bien fait et qu'en recette, il n'y a quasiment rien à regarder. Et puis, on n'a qu'une seule Estelle dans l'équipe, alors que des développeurs, on en a plus. Oh. Il l'a fait juste aujourd'hui, c'est trop mignon. Alors du coup, donc on avait notre maquette, souvenez-vous, les résultats de nos ateliers. Et on est passé par tout ce processus de mûrissage. Et maintenant, ça y est, on a développé et c'est en dev. Ça y est, on va passer au déploiement. Oui, et du coup, Estelle, alors, qu'est-ce que tu as prévu pour ce déploiement ? Alors, c'est rigolo parce que c'est moi qui vais vous parler du déploiement. Et pour cela, on va parler bot, Slack, recettes. Et vous allez voir que les PO sont assez au centre de cette action. Et aussi, bien sûr, les développeurs et nos captains. Alors, qu'est-ce que c'est nos captains ? On a les captains de la prod. Donc c'est une équipe qui est en charge de la bonne santé de la production. Ils sont aussi en charge de l'amélioration continue des outils dont vient de parler un petit peu Estelle et qu'elle va vous présenter plus en détail, qui permettent de mettre en prod. Et depuis peu, on a un amiral qui nous a rejoint, qui doit être ici, voilà, qui est membre de cette team à temps plein. Alors pourquoi à temps plein ? Parce qu'en fait, donc la team, elle a été créée il y a déjà quelques temps, au moment où on est devenu obligatoire en collège et lycée, parce que le CTO a senti que va falloir peut-être avoir un suivi de prod un petit peu plus formel. Et donc jusqu'à l'arrivée de notre amiral, le fonctionnement, c'est qu'on avait un captain en place pendant une semaine qui va venir accompagner un nouveau captain pendant cette semaine-là. Et il s'occupe de la prod. Et la semaine d'après, le premier captain retourne dans son équipe. Et le deuxième captain va onboarder un nouveau, ainsi de suite. Ah pardon, pourquoi ? Vous aussi, vous avez oublié. Pourquoi, chef ? 2 fois. Zut alors. Alors l'idée, ça va être de responsabiliser les développeurs. C'est-à-dire que très souvent, moi j'ai eu l'habitude d'être assez loin de la production au final. Je fais mes tickets, je les merge, et en fait, après, c'est plus mon problème. Et du coup, des fois, il y a des retours de prod, etc. Là, l'idée d'aller mettre un petit peu les mains dans le cambouis, ça va nous permettre de responsabiliser, de savoir ce qu'on fait. Derrière, il faut qu'on le gère nous-mêmes, quoi. Donc, si on met le feu à la base de données, c'est nous qui allons le gérer. Voilà. Et puis, aussi, ça permet de travailler sur des sujets où on a un petit peu moins l'habitude durant les sprints. Alors, comment ça se passe chez nous ? Système assez classique. On va venir, une fois qu'on a environ 8 à 10 tickets, déclencher une mère, donc une mise en recette. Ça va créer une nouvelle version qui va la déployer sur notre environnement de recette. C'est là où, du coup, on va venir s'assurer que tout aille bien. Et une fois qu'on a fait ces checks, on va pouvoir mettre en prod. Tout ceci grâce à Slack, entre autres, et réalisé par les PO de bout en bout. Et du coup, les outils dont on vous parlait, donc il y a notamment la Team Captain, mais il y a aussi le point tech, donc le point qui a lieu un mercredi sur 2, parce qu'en fait, c'était les devs qui faisaient ça avant, et du coup, c'était un point de souffrance, donc on a voulu l'adresser en aidant nos PO. D'ailleurs, Estelle, commençons par la mère. Alors la mère, c'est prendre l'ensemble, ça me fait toujours rire, ça va prendre l'ensemble des tickets d'intégration et les basculer en recettes. Donc comme je vous l'ai dit, on prend environ, on déclenche cette mère, cette vague, lorsqu'on a 8 à 10 tickets, pour ne pas avoir forcément des grosses mères et des grosses MEP après, qui vont nous demander plus de temps. Et donc on les bascule sur notre environnement de recettes. Comment on le fait ? Tout simplement, moi ce que je fais, c'est que j'ai un petit bouton, je ne sais pas si vous voyez le premier, qui s'appelle Nouvelle Release, si j'arrive bien à voir la capture, où en fait tout simplement ça va afficher
afficher un message sur Slack et ça va communiquer à tous qu'une nouvelle release va être publiée. Ça permet un petit peu d'avertir tout le monde. Deuxième étape, je viens cliquer sur publier une nouvelle release en recette. Là, ce que ça va faire, du coup, ça va, moi toute seule, en appuyant, ça va créer cette release et ça va la déployer. Mais pourquoi, chef? Alors oui, pourquoi? C'est bizarre que tu le dises maintenant. Pourquoi on fait ça? Tout simplement parce que du coup, les PO, on est vraiment greffés sur notre board et finalement, c'est un peu nous les déclencheurs de l'action. Donc c'est intéressant que ce soit à nous de le faire. Ça permet aussi de s'assurer finalement de la qualité du code, tout simplement. Le fait de faire des recettes, ça permet de s'assurer qu'on ne va pas livrer un gros bousin sur la prod. Et en environnement isoprod, Oui, qui plus est. Exactement. Et donc, d'un point de vue technique, qu'est-ce qui se passe? Parce que là, bot Slack, ça peut paraître un petit peu abstrait, voilà. L'idée, c'est que la première action, en plus d'envoyer ce message, elle va créer un tag Git, en fait, sur le commit qu'on veut envoyer en production. Et le deuxième, en fait, on va venir communiquer avec notre hébergeur, qui nous fournit un pass, qui s'appelle Scalingo, d'ailleurs. On leur fait de la pub un peu. Et du coup, ça déploie sur un environnement isoprod qui est chez eux. Deuxième étape, maintenant que nos tickets sont bien arrivés en recette, les PO des équipes X, parce qu'on n'a pas dit Pix aujourd'hui, donc les PO des équipes Pix vont tester du coup les US réalisés, déployés sur l'environnement, mais aussi on va s'assurer que tous nos cas nominaux fonctionnent correctement. Et il y a quelques temps, c'est justement ces cas nominaux-là qui leur prenaient pas mal de temps de recette. Et donc nous, ce qu'on a fait, c'est qu'on est venu rajouter Cypress et on a rajouté des tests un petit peu au fur et à mesure de leur cahier de recettes pour enlever un petit peu de ce temps-là. Donc ça y est, on peut dire que nos tickets sont prêts à être mis en prod. Et là, c'est reparti. On va lancer une MEP et c'est donc moi, encore PO, qui vais appuyer sur cette fois-ci mise en prod. Donc pareil, ça va envoyer un message à tout le monde, sauf que la petite spécificité, ça va aussi essayer de trouver, enfin ça va pinguer les équipes de tech pour que je trouve un binôme, parce qu'en fait on va s'assurer à deux que ça se passe bien. Et moi, c'est vrai que j'ai pas les capacités pour rollbacker ou pour voir qu'est-ce qui a échoué. Donc en fait, on le fait à deux et c'est le moment aussi, on se retrouve, on boit un café. Bref, plein de choses sympas. Et dernière étape, donc du coup, je mets en prod, donc j'appuie sur le dernier bouton. Qui du coup met un petit message à tout le monde. Non, tu l'as déjà dit. Oui, qui du coup va lancer le déploiement, merci Ivo, et qui va gérer ça tout seul. Ce que je fais aussi en parallèle, c'est que je vais mettre un petit message dans le chan ActuPix. Si tu peux passer la slide d'après. Donc je vais expliquer à tous les gens chez Pix qu'une nouvelle production arrive et j'explique avec les PO, on décrit rapidement les tickets, très important, on essaie aussi de pinguer des utilisateurs ou des pôles qui sont impactés. Ça permet quoi? Parce que j'ai oublié de poser la question. Pourquoi, chef? Ah mais pourquoi chef? Parce que tout simplement, ça permet de relayer l'information à tout le monde. Donc ça veut dire aussi déjà que tout le monde soit au courant de ce qui va passer. Ça aussi, ça peut être un point délicat. Ça permet de valoriser le travail de tout le monde, des équipes. Et ça permet aussi d'avoir des feedbacks rapides. Comme vous le voyez, je ne sais pas si je l'ai fait dans ce message-là, mais on va avertir les pôles qui peuvent communiquer ou qui peuvent aller tester ou n'importe quoi, qui peuvent relayer le message à leurs utilisateurs. Donc c'est assez intéressant pour aussi prendre des premiers feedbacks très rapidement. Puis un petit cas concret qui est intéressant aussi, c'est que on a bientôt 6 millions d'utilisateurs. Oui. Et du coup, quand on le met en production, quand il y a des nouvelles choses qui arrivent ou quoi que ce soit, il y a certains utilisateurs qui peuvent être déroutés. Et l'idée, c'est de faciliter le travail de notre équipe support. S'ils savent qu'est-ce qui a été mis en production, ils sont prêts à répondre, ils vont avoir préparé à accueillir les utilisateurs. Petit élément supplémentaire, je ne vous l'ai pas dit, mais ça se passe tous les jours. Ou tous les 2 jours, ou des fois il y a 2 MEP par jour. Mais on ne s'impose pas de date ou autre, on le fait avec cette fameuse limite de 8 tickets en un tag. La production est un non-événement. Alors, pourquoi? C'est parce qu'en fait, on a confiance en tout ce processus-là qu'on a fait de A à Z. Chacune des étapes, en fait, nous donne un peu plus de confiance. Tout est testé, alors on n'en a pas forcément parlé, mais ça va un petit peu avec Extreme Programming. Tout le code est testé, unitaire, intégration, acceptance, etc. Ce qui fait qu'on est plutôt serein en fait à appuyer sur ce bouton Slack. C'est pas trop arrivé qu'on doit faire de rollback, je crois. Pas de la dernière année, non. Et donc voilà, ça y est, notre commit de dev, il est en production.
Donc ça y est, vous avez vu, cher apprenti cuistot, comment passer ces 3 étapes avec brio. Du coup, c'est le temps de la conclusion. Et du dessert. Ouh. Alors, au tout début, là, on vous a parlé notamment de ShapeUp et on vous a parlé de Spotify, plutôt en mal. Mais voilà, il est temps d'en parler plutôt en bien. C'est-à-dire que, par exemple, il y a Lucas, donc, qui est à Nantes, qui a été interviewé dans cet article-là qu'on voit en premier, où justement ils expliquent comment ils mettent en place la méthode, mais de manière incrémentale, en s'assurant en fait de bien faire attention sur la culture du changement et d'embarquer tout le monde au fur et à mesure. Ce qui est plutôt vertueux, je pense. Et il y a Le Bon Coin, en fait, qui, suite à l'article de Spotify qui disait stop, arrêtez, ne faites plus ce qu'on a dit, ça ne marche pas. Eux, ils ont sorti un article pour dire si, en fait, nous, on l'a adapté à notre entreprise et ça marche plutôt bien. Donc, n'hésitez pas à aller y faire un tour. Donc, qu'est-ce qui est important ? Ce qui est important pour nous, c'est les valeurs. Donc, on en a parlé au début. Vous avez vu que sur chaque chose qu'on vous a présentée, il y avait les petites valeurs qui allaient avec. L'idée, c'est que pour nous, ça va donner de la vision à tout le monde sur les attendus. On va fédérer tout le monde autour de ces valeurs-là et ça va venir instaurer un climat dans lequel on se sent à l'aise et productif. Autre élément, vous l'avez vu, on a essayé à chaque fois d'aller dans la mission de Pix, d'aller plus loin et d'avoir à chaque fois d'aller vers la valeur utilisateur. Peut-être ça vous parle, ça fait partie du livre Accelerate, je ne sais pas si vous l'avez vu, il y a eu un super atelier hier qui était super, qui a repris un peu toutes ces bonnes pratiques de ce livre. Et à un moment donné, dans ce livre, on parle des catégories d'organisation. Alors c'est Westrum qui a fait ce joli tableau qui dit qu'en fait il y a 3 cultures d'organisation différentes avec des types de leadership différents. La première, donc sur le tableau de droite, enfin la colonne de droite, vous avez la culture pathologique qui va s'organiser autour d'un leader. C'est-à-dire que là, l'information, c'est la clé. Ça va être en gros, celui qui détient l'information, ça va être une arme pour aller voir les autres et on va avoir une organisation où il n'y a pas beaucoup de collaboration, il n'y a pas beaucoup de communication. Deuxième partie, l'organisation plutôt bureaucratique, où là, tout va être normé, il va y avoir des règles et on ne sortira pas du cadre. Et dernière partie, la culture générative, la culture de performance, où finalement, la mission de l'organisation devient prioritaire pour tous. Et ça, c'est intéressant parce qu'en fait, tout ce qu'on vous a présenté tout à l'heure vient valoriser, vient chercher cette culture-là. Tout simplement parce qu'en fait, on va essayer de déployer l'information au mieux à la bonne personne au bon moment. Ce qui va permettre de réduire des risques, de partager les responsabilités, dev, produit, n'importe quel métier chez Pix aussi. Et ça va permettre, au lieu de voir les échecs comme vraiment quelque chose où il faut pointer du doigt quelqu'un, on va essayer toujours de faire des post-mortem, d'apprendre, d'avoir une conduite du changement très forte pour pouvoir s'améliorer en continu. Souvenez-vous, je vous ai embêté. Pourquoi, chef? Cette fameuse question qui, j'espère, va vous hanter jusqu'à la semaine prochaine, espérons. Si on vous montre une nouvelle technique, si on vous montre une nouvelle manière de découper les légumes, je ne sais pas. Bref, posez-vous la question. Parce qu'on est d'accord, quand on nous montre la recette clé, c'est super. Mais par contre, savoir pourquoi c'est la recette clé, ça, c'est le plus important. Prenez vraiment ce qui vous intéresse. Merci beaucoup. Merci à tous et à toutes. Merci.